à tous. Moi je suis Aton, l'auteur du best-seller GIGN Confession d'un Ops, qui a très bien marché, qui se vend encore très bien. Et l'auteur de mon dernier livre avec Jean-Luc Rivard. On a écrit un livre qui répond un petit peu aux questions de GIGN Confession d'un Ops et qui est tourné sur la prépa physique, mentale et technique et qui donne un petit peu une philosophie de vie qui s'appelle Feral. Alors aujourd'hui, on va faire la conférence, la journée conférence ASP Bodyguard, donc le centre de formation ASP, qui réunit plusieurs personnalités, dont Henri Pétry, ancien membre du GIGN, brevet 41, qui a l'initiative de la création du GSPR et qui est l'auteur du livre La Bible du garde du corps, le guide. Et donc y a moi-même, il y a le président de la Fédération française de protection rapprochée, Karim Clémenceau, qui va présenter le Self-Defender. Voilà, donc une journée assez riche, une rencontre des métiers qui tournent autour de la protection rapprochée. Le jeune homme a vécu quelque chose d'assez qui prouve en fait qu'on n'a pas besoin d'être en unité d'élite pour avoir un conflit d'un niveau très haut et que le danger arrive de partout et qu'il faut le gérer. Bonjour, donc je m'appelle Jamel, je suis sous-officier de l'armée de terre depuis 2006. Le 3 février 2015, donc, j'ai été projeté à Sentinelle Nice. 14h07, je précise l'heure parce que normalement j'étais relevé à 14h. Il y a eu un problème au niveau de la circulation, donc la relève n'a pas pu intervenir. J'ai eu un terroriste qui a voulu me trancher la gorge avenue Jean Médecin. Donc la vidéo, elle n'a pas été médiatisée. Ça a duré 16 secondes du début de l'agression jusqu'à la fin où je l'ai maîtrisé avec mes coéquipiers. Il a fait tomber un sac plastique pour détourner l'intention et dans la foulée, il a voulu me trancher la gorge. Donc je fais un petit peu de sport de combat, ce qui a permis d'arrêter le couteau avec mon avant-bras. J'ai une petite cicatrice de 6 cm sur l'avant-bras et au niveau du menton. Le plus dur à gérer pour moi, ça a été la foule. Pour eux, ils viennent vous aider en vous demandant de tirer sur l'individu, des personnes très âgées qui m'ont dit tue-le, tue-le, tue-le. Il y a même une dame, ça c'est un souvenir elle m'a dit mon fils, donne-lui ton FAMAS au monsieur et lui il va lui tirer dessus. Donc c'est des moments qu'il faut gérer et que ça arrive rapidement parce que vous y attendez pas en fait. D'un point de vue humain, quand vous vous retrouvez agressé et que la foule va vous donner des conseils qui sont absolument pas judicieux. Voilà. Alors cette personne n'aurait pas pu répondre de ses actes parce qu'il est vivant. Oui, il est enfermé en ce moment. Voilà, mais j'espère qu'il... Pour 30 ans. Voilà, c'est un minimum. Il est enfermé dans une petite cellule. Et qu'il est avec un gros monsieur bien fort et qui lui donne beaucoup d'amour. Pour en revenir, justement, tout est retour d'expérience. Il m'a raconté son histoire tout à l'heure. Et en fait, moi, ça me fait penser tout de suite l'apprentissage qu'on peut en tirer. Et c'est énorme, en fait, parce qu'en fait, vous voyez que le fait de se conditionner dans son travail, de savoir qu'on a une mission, c'est exactement comme je disais, les gens qui font vous savez, la patrouille de France. Avant de faire un vol, ils sont dans un siège avec salle de classe, tous. Et en fait, ils ont des codes et ils sont comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. Et ils refont le truc. Comme nous, au GIGN, en intervention, on sait à peu près comment les locaux vont être. Et puis, on visualise, voilà, on va arriver par là, on va progresser, ensuite on va poser une charge, on va mettre le détonateur sur la charge, on va la positionner, on va enlever le scotch, machin, le mettre là, on va faire péter la porte, on va rentrer, normalement voilà, les premiers vont là, moi je suis chef d'équipe, je vais faire ça. Et en fait on fait tout le déroulé. En protection rapprochée, c'est assez compliqué, il faut se faire beaucoup de scénarios en fait, il faut être un peu parano quand même pour faire ce métier et envisager un maximum de scénarios et en permanence trouver des solutions, c'est ça un peu. Et c'est vrai que je pense que dans votre formation, vous avez fait des exercices qui vous ont conditionné et qui ont pu faire que vous avez pu vous détacher du public, des consignes qui étaient données, parce que ça devient une femme. Quand vous êtes un jeune de 20 ans qui a 3-4 personnes, qui a un monsieur de 40-45 ans, une femme de 60 ans, 70 ans qui vous dit « tue-le »,
je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Quelque part, ils ont d'emblée un peu raison. Vous voyez, il y a un filtre quand même à faire pour rester dans ma ligne de conduite. Cette personne est une civile, elle n'a aucune influence sur moi, et je fais mon travail et ça ne la concerne pas. C'est une gymnastique. Et ça, quand on est en protection rapprochée, on peut faire confiance qu'à soi, parce qu'on est seul face à son acte. Complètement seul. Ouais. Voilà. Et surtout, vous devez vous adapter à chaque situation en un laps de temps très court. Parce que je le voyais, en fait, pendant un moment, je l'ai repoussé. C'était comme un taureau qui vous fonce dessus avec un couteau. Donc je fais du sport de combat, mais avec une frappe de 10 kilos, c'est pas la même, parce que là, les hanches, elles sont bloquées. Mmh. Donc en situation, en entraînement, vous dites c'est bon, je lui mets un front kick, j'y pousse, il recule, par terre, allez, bouge pas. Mais en réel, vous attendez pas à ça, en fait. Vous attendez à ce qu'il repousse, mais que ce soit fini, ça y est. Sauf que là, il revient. Donc je suis parti le long du mur en pensant qu'il va essayer de me courir derrière. Pendant ce temps-là, j'ai armé mon FAMAS, parce qu'on était approvisionné de mon armée, donc j'ai armé le FAMAS, et je me suis retourné sec, et je le voyais plus. Parce qu'il y avait autant de personnes qui en face de moi. Il devait y avoir 60-70 personnes. C'était un samedi après-midi, à 14h, devant les Galeries Lafayette. Du monde partout, des gens qui ne comprennent pas, les gens qui tombent par terre. Et là, je l'ai vu comme dans Royal Canin. Il arrive en courant et vous avez le FAMAS qui est armé et votre cerveau qui vous dit « tire, tire, tire ». Et justement, le fait d'avoir un drill, de répéter, 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 au moment où j'ai voulu, j'ai levé mon arme, j'ai mis mon doigt sur la détente, et j'ai réfléchi à 960 mètres secondes. C'est-à-dire que le projectile, quand vous tirez avec le FAMAS, en 1 seconde, il fait 1 kilomètre. Donc il va toucher l'individu, c'est sûr, mais il va toucher toutes les personnes qu'il peut y avoir derrière. Je vais connaître peut-être les armes mieux que moi. La balistique, ouais, c'est très compliqué. Et ça, le FAMAS, vous ne savez pas où ça part. Pour venir, c'est pas forcément l'arme et la munition la plus judicieuse dans cette mission-là. Mais ça, c'est... Voilà, ouais, c'était pas adapté, mais on avait... Parce que forcément, il y a des politiques ou des gens qui sont très intelligents dans des bureaux qui prennent des décisions pour ceux qui sont sur le terrain et qui se démerdent et qui doivent répondre de leurs actes et qui sont les seuls responsables de ce qu'ils font et qui sont jugés et qu'on va mettre... Voilà. Pardon, mais c'est la vérité. Donc l'arme, elle sert à rien. Seule chose qui est bien, c'est le jiu-jitsu brésilien. C'est très très bien. Parce que les gens, ils sont autour de vous. Et la seule chose que vous voyez, c'est des téléphones qui vous filment. Alors vous ne verrez pas sur YouTube la vidéo, parce que le ministre de la Défense, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, a tout bloqué. Mais vous voyez des téléphones qui vous filment autour. Donc vous ne pouvez pas lui mettre des coups quand on apprend en sport de combat. Donc on lui fait des petits massages. Ça ne se voit pas, vous lui rentrez le doigt dans l'œil déjà pour essayer de le détendre. Et après, vous essayez de lui prendre le bras, détacher quelque chose, lui sortir la clavicule, sans que ça se voit et que ce soit douloureux. Parce qu'il avait un couteau sur lui. Par contre, pour le doigt dans l'œil, pour avoir fait, est-ce que ça l'a détendu ? Ouais, c'est magique. C'est universel, ça. Toutes les langues, ils comprennent. Mais c'est vrai que la problématique du téléphone qui vous filme, alors c'est pas qu'on soit pervers ou qu'on ait envie de faire mal, mais c'est qu'il faut neutraliser. Et on ne neutralise pas avec des caresses, avec des pétales de rose. Vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous êtes tétanisé, vous êtes humain, donc il y a des jours où vous allez pouvoir réagir, il y a des jours où vous êtes tétanisé et vous ne savez même pas pourquoi. Vous pourrez avoir des psys, il y a des explications à vous chercher des trucs, mais c'est comme ça. Il y a la surréaction. Alors, il aurait pu être tétanisé, ce qui est humain, et on aurait pu l'expliquer et dire c'est pas de ta faute, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que ça a éveillé en toi des choses qui font que... Tu aurais pu être dans la surréaction, il aurait pu vider son chargeur sur l'individu, mais avec le risque de blesser, de faire des dommages collatéraux, ou alors avoir la réaction la plus adaptée. Alors je ne dis pas la bonne réaction, parce qu'on ne sait jamais si c'est la bonne, mais en fait on fait son choix et on essaie de faire du mieux possible. Et c'est important de faire du mieux possible, mais ça sous-entend qu'il faut un gros travail sur soi, un gros travail de formation et de mise en conditionnement, de conditionnement. Et ça, c'est le bagage technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sortir de sa zone de confort et son expérience, et c'est un ensemble de choses, et puis sa mentalité, quand on est bienveillant.
on rentre pas en police ou tout ça parce qu'on est un salopard. Sinon, on tombe dans une autre catégorie, on fait des bavures. Et là, oui, là, je veux bien parler de violence policière, mais c'est pas la majorité. Et là, c'est plutôt de la bienveillance. Voilà, tu as pu gérer. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as vu les choses un peu au ralenti? Et comment ça s'est passé alors sur l'action et l'après? Moi, j'aimerais savoir comment tu as géré aussi l'après. Sur le coup, donc, je savais que j'avais été touché. Parce que le jeune qui était avec moi, donc j'étais chef de groupe, le jeune qui était avec moi, il me répétait Sergent, sergent, vous avez du sang, vous avez du sang. Bon, je lui disais ferme-la, parce que je voulais pas voir ce que j'avais. J'ai fait ça, j'ai vu du sang, je me suis dit, il m'a mis un coup de poing avec une bague. Je savais que c'était un couteau, mais je voulais pas gérer un problème en plus. À me dire peut-être qu'il va toucher, peut-être je suis coupé quelque part. Je me suis dit, tant que je vais bien, ça je le mets après, faut le neutraliser parce que de toute façon ça va être pire. Si je le neutralise pas, si je tombe ou je pleure, ou ça sera pire, parce qu'il va revenir. Donc le truc c'est de le neutraliser et d'en finir. Le plus, ça a été après. Les médailles, le t'es un héros, t'es un machin, t'es ci, t'es ça. La médiatisation de cet acte, ça a été le pire. Je vais le voir, je suis d'origine, je suis né en France, je suis français, d'origine tunisienne, et j'ai une religion qui est musulmane, justement. C'est pour ça que ça a été il a voulu attaquer dans son discours, et j'ai attaqué les militaires parce que vous persécutez les musulmans en Syrie. Voilà, c'est ça. Donc mon avocat, ce qu'il lui a dit, le premier que tu as touché, c'est un musulman. Donc déjà, échec mission. Et de deux, ouais, il lui a dit, avec un couteau, tu n'as rien fait, parce qu'il avait un couteau de 45 cm, un couteau de boucher, qu'il a acheté, il était neuf, hein, il l'a acheté pour moi, il était tout neuf. Et il en avait un autre plus fin. Donc c'est pareil, il est venu avec un grand couteau. Ça a été difficile pour lui, planter quelqu'un avec un grand couteau. C'est pas le plus judicieux, ça va pas. C'est pas il a vu les choses grands, je pense qu'il a vu ça, il s'est dit je vais faire un truc de fou. Le pire en fait, ça a été après, ça a été tout ce qui était médiatisation, les médailles, et tiens, prends ça, tiens, je te donne une médaille, et vu que l'autre il a donné une médaille, moi il faut que je mette une médaille, les journalistes qui sont autour, et il y a eu un moment où je leur ai dit stop, je dis arrêtez c'est bon, oubliez-moi. Il y a des collègues à moi qui sont décédés en Afghanistan, qui ont fait des choses 100 fois pires que ce qui s'est passé là, c'est quelque chose. Parce que si vous retirez le fait que c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui prend un coup de couteau dans la rue. Ça arrive tous les jours. Mais vu que ça a été un terroriste, ça a été 15 jours après Koulibaly, et c'est un Koulibaly aussi, c'est pas de la famille, mais ça a été 15 jours après, ça a pris de l'ampleur. C'est le plus dur pour moi, c'était le plus dur à gérer. Bon, on est toujours à la conférence ASP. Il y a eu le passage de Fred, qui était super intéressant, qui a expliqué un peu son parcours. Alors en fait, on se rend compte que force spéciale, unité d'élite, c'est presque que des parcours des mecs à la base qui étaient des gros branleurs. Fred, voleur de mobylettes, il démarre bien le mec. Il a appris comment voler des mobylettes, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Il a appris comment voler des mobylettes avant d'apprendre à travailler pour se la payer. J'ai bien aimé le concept. Et en fait, à 17 ans, il rentre au 3e RPIMA. Et après, en fait, il se découvre la passion de l'armée, parce que l'armée, à un moment donné, c'est presque une issue obligatoire quand il n'y a pas trop de c'est soit la tôle ou se ranger, quoi. Et il se range et il rentre dans l'armée, 3e RPIMA, et après, il se découvre la passion, il découvre qu'il est utile, et il veut aller plus loin dans son engagement. Et là, il rentre au 1er RPIMA. Et il fait sa carrière au 1er RPIMA. Et il écrit un livre, Je vous ai bien eu. Alors ça fait référence à la chanson de Sardou. Alors là, je sais qu'il y en a plein qu'on les a déjà largués. Sardou est un chanteur des années 70, 60, 70, 80, 90 et début 2000. Voilà, en fait, c'est un peu une revanche sur la vie, et il explique tout son parcours dans son livre. Les agresseurs ne sont jamais responsables. À chaque fois que quelqu'un est agressé, ou quelqu'un squatte, actuellement, hein, c'est le problème du squat, c'est pas le propriétaire qui a gain de cause, c'est le squatteur. Non. À un moment donné, il faut que les gens, quand même, soient responsables de leurs actes. Vous avez utilisé votre arme pour vous défendre, vous êtes responsable. Il va y avoir une petite vidéo qui va être projetée, donc la vidéo du Self-Defender. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, okay, donc c'est un outil
Alors aujourd'hui, cet outil, donc, il arrive en France. Il a été créé aux États-Unis. Aux États-Unis, au niveau de la législation, je pense que vous l'avez compris, c'est un peu différent de la France, un petit peu différent. Et donc le Self-Defender arrive. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'est pas catégorisé. Mais bon, on devine déjà qu'il va être soit catégorisé en arme par destination ou en catégorie D, on le devine déjà. Donc, c'est un outil très intéressant au niveau de la survie, puisque tous les étés, il y a des tonneaux. Hein, les gens font des tonneaux, se retrouvent bloqués dans la voiture et n'arrivent pas à sortir. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre rapidement de découper la ceinture, de péter la vitre, enfin ça va, enfin péter, désolé de dire ce mot, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'aller trop fort. Un petit coup et la vitre explose et ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies, d'accord ? Donc, si vous l'utilisez comme ça, normalement, il n'y aura pas de souci. Maintenant, forcément, si vous baladez dans la rue et que vous l'avez à la ceinture ou dans la main ou dans la sacoche et que vous vous faites contrôler, il va falloir quand même être en mesure de donner quelques explications. On a aussi développé avec Karim et Aton des formations, mais pareil, on reste toujours dans le cadre de la légitime défense. On ne sort pas de ce cadre, d'accord ? Dans le cadre de la légitime défense, il va falloir expliquer pourquoi on l'avait. Mais bon, ça, après, c'est votre problème. Non, je rigole. Ouais. C'est pas interdit. Ouais. Non, c'est pas interdit. Mais ce que je veux dire par là, c'est réfléchissez quand même. Et puis là maintenant, on est avec mon pote Karim Clémenceau qui présente en fait le Self-Defender. En milieu confiné, couloir, cage d'ascenseur, cage d'escalier, on va utiliser les parois qui sont autour de nous comme moyen de percussion. Il m'attaque, première, deuxième, 1, 2. Voilà, la main va venir claquer ici. Et là, j'ai juste à taper sur l'omoplate, ça va irradier tout son bras. C'est-à-dire que la douleur est tellement intense que souvent, le bras il va tomber. J'ai rencontré Karim sur une compétition de MMA à une époque, c'était en 95, où c'était interdit. Donc compétition interdite, on payait 100 francs à l'époque pour faire 5 minutes de combat, où presque tous les coups étaient permis. C'était un peu la période Bloodsport de Van Damme, et c'était ça. Et on s'est rencontrés là, et moi c'est devenu mon idole. À peine en appui, donc imagine une percussion. Est-ce que là c'est létal? Non. Est-ce qu'il y a vraiment un danger sur son intégrité physique derrière? Non. Il avait un couteau. Donc vous êtes dans un cas de légitime défense. Ok? Donc après, bien sûr, si je rentre la pointe ici dans l'oreille ou je rentre dans l'œil, il est bien évident que là, ça va peut-être un peu disproportionné. Donc après, c'est votre intelligence qui va parler aussi. Okay. Donc là, si on est en bas, par exemple, on va refaire en haut. Donc on a fait en haut, on a fait première percussion. Deuxième, je croise pour venir taper l'intérieur du coude pour que la main vienne s'éclater ici. Okay. Je percute et moi, ça me permet aussi de passer dans le dos et de pouvoir faire mon check. Okay. Mon scan. Tu me l'attaques en bas. 1. Là, pareil, je vais croiser ici parce que la main va venir taper ici. Génital, genou. Karim et moi-même, on présente aujourd'hui le Self-Defender qui a été créé par Franck qui est à Miami, qui est un Français qui vit depuis plus de 25 ans je crois à Miami et qui a développé cet outil, donc je disais de rescue, et en même temps qu'avec Karim, on a eu l'idée d'en faire un objet de self-défense qui est super efficace. Voilà, donc la prise en main, c'est deux doigts, voilà, assez facile de prise en main, surtout très discret, c'est-à-dire que là on peut facilement le cacher dans la main. Et donc c'est un objet en aluminium, donc là on voit le coupe-sangle, là le petit brise-vitre en tungstène, et là on a deux boules qui nous permettent de faire des percussions, de pouvoir taper sur deux angles différents, et là ça nous permet de faire des pressions pour lâcher les prises. Donc quelqu'un qui vient vous étrangler, vous pouvez facilement faire lâcher prise et frapper sur ce qu'on appelle les masses musculaires. Donc il n'y a pas de danger pour l'intégrité physique de la personne parce que ça n'a pas de pouvoir pénétrant, mais par contre la douleur fait qu'on lâche tout de suite prise. Donc c'est l'intérêt de cet objet, c'est qu'il a la capacité de ne pas blesser gravement la personne et surtout de pouvoir se sortir d'une situation, surtout pour les femmes, de pouvoir évacuer une situation dangereuse pour elles rapidement.
Voilà. C'est très léger, je sais pas, ça doit faire 30 ou 40 grammes, je pense, pas plus. On a fait le test grandeur nature dans une voiture, c'est-à-dire qu'on a mis la fille de Franck dans une voiture, on a fermé à clé et on lui a laissé un self-defender. Et je lui demande à cette petite fille, avec le brise-vitre, de taper dans la vitre et de là, on dégage et j'arrive à la sortir. Alors c'est un outil qui peut répondre à différentes situations et qui peut justement faciliter un dégagement pour aussi bien des hommes que des femmes. Alors je vais expliquer un petit peu. Karim est mon ami, il n'est pas question que je lui fasse mal sur cette vidéo. Mais vous imaginez très bien qu'une partie métallique un petit peu pointue telle qu'elle est, si je viens percuter ici, imaginez, je vous laisse imaginer la douleur que ça peut créer et surtout qu'on a beaucoup de terminaisons nerveuses sur les mains. Donc lui, ça va lui descendre. Concrètement, ça va lui envoyer une décharge électrique et il va lâcher prise. Donc là, sur une saisie, la personne est menaçante, je vais venir lui parler et je peux tenir mon truc vraiment sans être agressif. Et là, je vais faire une percussion. Pareil, il vient sur moi, il est agressif, je le vois, il vient, je peux faire une percussion. Je suis très fort en ayant le poing fermé. Il vient me saisir, je viens frapper ici. Et derrière, je prends une garde, je pars, je peux enchaîner. On me saisit par derrière, j'ai le self-defender, je vais venir frapper dans le creux de l'épaule. Il est toujours derrière moi, je me dégage et là je viens frapper dans l'intérieur de la cuisse. Pareil, ça fait très très mal et là la personne va lâcher directement. Vous, ça vous permet, le temps qu'il percute, qu'il a une douleur, de vous carapater. Voilà. Bon, on va partir sur un crochet large. Alors, tu me fais un crochet large point avant. On part sur un travail de protection assez universel. Je vais dégager la tête tout de suite pour vous créer une ouverture. Je frappe au niveau de la gorge, génitale derrière. Là, je vais chercher le dos, je vais piquer sur les omoplates ou alors j'enveloppe les cervicales. C'est-à-dire je ne frappe pas avec le survival tool, c'est juste pour pouvoir envelopper la tête, pour pouvoir venir contrôler ici, venir chercher un mat-tailon, mais avec une prise d'appui beaucoup plus importante grâce justement à ce bras de levier supplémentaire que j'ai avec le survival tool. Donc là, pour l'utilisation du survival tool, avec Aton et ASP, on a commencé à développer des formations, notamment aux États-Unis, à Miami, pour que les gens puissent l'utiliser correctement, voilà, surtout, parce que ça demande un minimum de maîtrise technique et de répétition. Voilà, c'est dans la répétition et dans la maîtrise technique qu'on arrive à être efficace, surtout en respectant l'intégrité physique de la personne et sans sortir du cadre juridique, parce que le cadre juridique est très important. Donc il ne faut pas que cet objet devienne quelque chose de dangereux et que les blessures soient limitées. Tout en étant vigilant, on va quand même être déterminé. Parce que les gars, on est quand même là pour faire de la self-défense. On va quand même préciser qu'on est dans le cadre, oui, de légitime défense, certes, mais quand même sur un agresseur qui vient nous agresser. Alors on ne va pas inverser les rôles comme on est souvent dans ce que j'aime bien dire, le politiquement correct et tout ça. Donc mettons les choses à plat, c'est un agresseur qui vient et on va pouvoir y aller quelque part plein pot parce que regardez, c'est des boules, voilà, et c'est pas un couteau, c'est pas un marteau. J'irai pas plein pot avec un couteau légitime défense sur quelqu'un qui n'a pas d'arme, on est hors cadre légal. Là on est sur un outil de rescue qui est en forme de boule, voilà, qui n'est pas tranchant, et là on va pouvoir donc y aller, quand je dis plein pot, c'est généreusement et de manière déterminée. Alors effectivement, les endroits où il va y avoir des frappes, c'est exactement comme en police, en gendarmerie, on va dire qu'il y a des zones rouges, il y a des zones oranges et il y a des zones vertes. Les zones rouges, il est bien évident qu'on ne va pas venir frapper dans les yeux dans le cadre légitime défense, surtout si on est du métier ou si on pratique les sports de combat, les arts martiaux, vous serez marron. Par contre, c'est vrai que dans toutes les parties musculaires, même dans les côtes, on va pouvoir y aller et ça va avoir un effet, je vous garantis. Demandez à Karim, demandez à Cyril, c'est très efficace. Surtout Cyril. Surtout Cyril. Et le lendemain, vous pouvez vous lever et l'agresseur, alors je dis pas qu'il pourra recommencer parce qu'il aura pris une sacrée leçon, mais son intégrité physique sera préservée et vous ne serez pas emmerdé. Et lui, il aura une empreinte psychologique assez importante. Et lui, il aura une empreinte psychologique. Alors je parle près de Karim, non pas parce que je l'aime, mais parce que son micro est là et moi j'en ai pas. Voilà. Bon bah ça y est, je crois qu'on en est venu à bout de la journée, longue journée, beaucoup de conférences. Et puis nous, on va repartir sur les routes. On va... Non, je plaisante. Mais non, ça a été je pense une bonne journée.
beaucoup de rencontres avec des gens super intéressants, passionnés. Et ça laisse pas mal d'espoir dans le milieu de la protection rapprochée, de la sécurité. J'ai eu la question aussi à savoir si les sports de combat étaient indispensables, selon moi, pour le métier de la sécurité. Et ma réponse a été, bien sûr, c'est indispensable. Donc voilà, donc entraînez-vous, travaillez, surtout si vous voulez travailler dans les métiers de la sécurité. Je pense qu'il faut avoir un bon bagage technique. Et pour ceux qui n'en ont pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, donc sur ce, à bientôt et puis plein de bonnes choses.